bureau d'Eléonore. Just go back, bitch. Got a theory, could be funny. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? Winter is flamenco. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma présidente à moi, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. À l'époque où les démocrates et les républicains s'entendaient bien, où les hommes et les femmes politiques n'étaient mus que par une simple idée, celle du bien public. C'était chouette, non ? Bon, en réalité, cette époque n'a jamais existé, je crois, mais il y a une série qui arrive presque à nous y faire croire, c'est The West Wing, à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui a fait de la série d'Aaron Sorkin une œuvre culte ? Pourquoi est-ce que tout le monde parle si vite ? Et fallait-il vraiment shipper Josh et Donna ? On vous dit tout dans cet épisode un peu spécial puisqu'on l'enregistre en direct de Série Mania. Avec plein de public lillois, salut tout le monde. Mais avant de parler de The West Wing, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, on a une petite tradition, on parle de quelque chose qui nous passionne. Et moi, ce qui me passionne, c'est mes propres écrits. Je fais un peu mon auto-promo, mais j'ai lancé une newsletter parce que Twitter est mort. Et j'essaie de ne plus aller dessus, en tout cas, parce que je veux plus contribuer à l'empire d'Elon Musk. J'ai lancé donc une newsletter sur Substack pour parler de tout ce qui m'intéresse. Par exemple, je viens de parler de toutes mes comédies romantiques préférées. Et ça peut aussi être sur la mode ou des choses comme ça. C'est à marietelling.substack.com. Voilà. Abonnez-vous. Et toi, Anaïs, quel est ton pic ? Moi, mon pic, c'est que hier, j'ai rencontré Zal Batmanglij. Vous voyez sans doute qui c'est, puisque c'est le président du jury cette année à Série Mania. C'est aussi le co-créateur de The O.A., qui est une de mes séries cultes. Et j'étais très contente de pouvoir échanger avec lui. Je pense que c'est un créateur brillant, qui a plein de choses très intéressantes à dire sur les séries. Donc voilà, j'avoue que j'étais un petit peu fangirl, mais je crois que ça s'est pas trop mal passé. Elle est modeste parce qu'elle ne dit pas qu'il lui a dit qu'il pourrait lui parler toute la journée. Ce qui est facile avec moi, puisque je peux parler pendant très longtemps. Donc C'est ça. Donc on va parler de The West Wing à la Maison-Blanche. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter son générique culte. On va commencer par raconter de quoi parle cette série. On fait toujours un petit pitch rapide. Alors, c'est le moment d'être attentif. Marie, est-ce que tu peux résumer à la Maison-Blanche en 30 secondes ? C'est une série de science-fiction où la politique est peuplée de gens bien qui veulent œuvrer pour le bien public. Ça se situe dans les années 2000 à la Maison-Blanche, donc à l'époque où il y avait quand même Bush au pouvoir. Mais là, on a un super président qui s'appelle Bartlett et qui est très droit et moral. Et il est entouré de gens hyper compétents. Et ensemble, ils vont essayer de changer les choses. Et souvent, ils y arrivent. Donc voilà, vraiment de la science-fiction. Et ça se passe donc dans The West Wing, qui est une partie spécifique de la Maison-Blanche. C'est un peu le QG, là où le plus gros de l'action se déroule, puisqu'il y a le bureau ovale et il y a tous les gens qui collaborent très étroitement avec le président. Donc on va passer en revue un petit peu tous les personnages, mais c'est vraiment, on va dire, les acteurs les plus importants de la politique américaine, en tout cas de cette branche du pouvoir. Et donc The West Wing, c'est l'aile ouest de la Maison-Blanche où on voit beaucoup les couloirs de cette Maison-Blanche dans toute la série. D'ailleurs, ça se passe quasiment que là. Il y a peu de scènes en dehors de... Parfois, c'est devant le Congrès. Ou quand ils sont perdus dans le Kansas. Quand ils veulent prendre l'air. Exactement. Alors les personnages, justement, il y en a beaucoup. Le premier... C'est Jed Bartlett, qui est le président des États-Unis. Il est joué par Martin Sheen, que vous aviez peut-être vu plus jeune dans Apocalypse Now, et qui ne devait pas avoir un très grand rôle dans la série. Mais Martin Sheen est tellement charismatique et sympathique que son rôle a été très agrandi. C'est-à-dire qu'à l'origine, The West Wing, ça devrait vraiment se concentrer sur l'équipe proche du président, c'est-à-dire le Chief of Staff, le Deputy Chief of Staff, l'équipe de communication. Mais Jed Bartlett, au final, prend un rôle très important. Comment tu le décrirais ? C'est le président qu'on aimerait tout savoir, le prof qu'on aimerait tout savoir, le père qu'on aimerait tout savoir. C'est un peu l'homme parfait. Il est effectivement extrêmement charismatique, brillant, très dynamique. Et pourtant, c'est une série qui manque pas de personnages un peu surexcités. Mais lui, il a tout le temps la pêche et il a toujours la bonne répartie. Et il arrive à enfiler sa veste d'une manière très grandiloquente. C'est difficile à décrire si vous n'avez pas vu la série, mais en fait, il l'enfile par en haut.
Et c'est un peu un symbole de son dynamisme, ça fonctionne très bien. Et c'est devenu ça. sa signature aussi au fil des épisodes. Je me suis un petit peu entraînée devant mon miroir pour essayer de le faire, pour venir ici. Mais en fait, c'est super compliqué. Donc, je vous ai épargné ce grand moment de honte. Mais j'aimerais réussir à porter ma veste comme Jed Bartlett. Ensuite, il y a Josh Lyman. On l'a mis en deuxième parce que c'est le préféré d'un peu tout le monde, normalement. Il est joué par Bradley Whitford, qui, pour la petite histoire, était en couple avec celle qui jouait la mère dans Malcolm. Donc, l'acteur était en couple avec elle dans la vraie vie. Voilà. Un potin. Exactement. Et il joue ici Josh Lyman, qui est le Deputy Chief of Staff. Donc, le Chief of Staff à la Maison-Blanche, c'est la personne qui est un peu l'organisateur de tout, celui qui dirige un peu la politique du président, son bras droit. Et donc, le Deputy, c'est celui qui est juste en dessous du Chief of Staff. C'est l'adjoint. Voilà, exactement. Le personnage de Josh Lyman, il était inspiré de Rahm Emanuel, qui est devenu un conseiller senior de Barack Obama plus tard, qui ensuite est devenu maire de Chicago, qui est un personnage de la politique américaine assez décrié, mais qui au moment à la Maison Blanche était connu surtout comme ayant été un conseiller de Clinton. Et il avait des méthodes un petit peu brusques, où il envoyait des poissons pourris à ses adversaires par la poste ou des choses comme ça. Et Josh a ce côté un petit peu impulsif parfois, mais aussi très charmant. Comment tu le décrirais ? Il est brillant, arrogant, attachant. Tout ce qu'on aime. Tu le décrirais comment, toi? Bah ouais, comme ça. C'est-à-dire qu'il est un peu insupportable. En revoyant la série aujourd'hui, je me dis que vraiment, si je travaillais avec quelqu'un comme ça, j'aurais envie de lui coller des baffes. Moi, je lui ferais des câlins tout le temps. Bah, en même temps, j'étais un peu amoureuse de lui la première fois que j'ai vu la série, très clairement. C'est un peu un idéal masculin pour beaucoup de gens. Mais Parce que un c'est idéal un peu aussi, problématique, je pense. C'est un des plus charmants, je pense, du casting. Après, c'est aussi Bradley Whitford qui a une certaine rondeur dans son jeu, mais les autres peuvent être un petit peu plus secs. C'est souvent lui qui va arrondir les angles, en fait, dans la série, et être parfois un petit peu irresponsable, un petit peu gamin, mais de manière super charmante et attachante. Donc, tout le monde a envie d'être pote avec lui. Ensuite, il y a Sam Seaborn, qui est joué par Rob Lowe, qui était un petit peu la grosse star à l'époque, une des plus grosses stars du casting. C'était à ce moment-là qu'il y avait sa sextape qui venait de sortir, non? Ça, c'était dans les années 80, fin des années 80. Ah ouais. Donc là, ça l'a un peu réhabilité, justement. Il avait eu 2 événements. Il avait eu une sextape et il s'était humilié publiquement sur la scène des Oscars où il avait fait une danse sur le thème de Blanche-Neige. Ah oui, c'était les fameux Oscars, les pires Oscars de l'histoire des Oscars, où personne n'a compris ce qui s'était passé. Exactement. Donc sa carrière était vraiment en baisse, mais en même temps, ça avait été un sex symbole dans les années 80. Parce que bon, c'est Rob Lowe, il suffit de le voir à l'écran, on comprend pourquoi. Et c'est marrant parce que ouais, quand on découvre la série, on a l'impression qu'elle va être un peu sur lui quand même, sur son personnage à lui, sur Sam. Ouais, en fait, c'était l'objectif. À la base, The West Wing devait raconter en principal la trajectoire de Sam dans la Maison Blanche. Et comme tu le disais, Martin Sheen est arrivé et a un petit peu pris beaucoup de place. Et donc, de plus en plus, en fait, quand on regarde la série, le pilote démarre sur Sam. La première scène lui appartient. Donc, on a vraiment l'impression que la série va être sur lui. Et au fil des saisons, ça devient un des personnages qui gravitent autour du président. Mais Josh, je dirais, a vraiment aussi pris la place du personnage le plus important après le président. Et Rob Lowe a fini par quitter la série, d'ailleurs, en partie pour des raisons d'ego, parce qu'il s'attendait à ce que la série soit vraiment plus centrée sur lui, et c'était pas le cas. Ouais, c'est ça, d'ego et visiblement de salaire aussi, mais surtout d'ego de ce qu'on a entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il est passé un peu en arrière-plan, parce qu'il a pas une personnalité très développée en fait. Sam, il est mignon et il est gentil, quoi. Mais en fait, c'est on un ne va peu pas le définir autrement que comme ça. Bah, pour moi, c'est un peu un prototype de son personnage dans Parks and Rec, qui est très rigide. Je sais pas si vous avez regardé la série Parks and Recreation, qui est excellente et qui est aussi une série qui parle de politique, mais de politique locale. Et Rob Lowe joue aussi dedans. Il joue quelqu'un d'assez rigide, qui est obsédé par sa santé, mais qui est aussi très charmant. Et là, dans The West Wing, je dirais qu'il est plus séducteur quand même. Il a un côté un peu plus sexué que dans Parks and Rec, mais oui, il n'est pas particulièrement développé en dehors de ça, et c'est un juriste. Donc c'est souvent lui qui va intervenir dans The West Wing pour toutes les questions de droit, puisque c'est ce qu'il faisait avant d'être recruté dans la campagne. Et puis je pense que ce qui est très important, c'est qu'il faut dire qu'il est brillant, arrogant et attachant. Comme, voilà, il y a un petit thème quand même sur C'est ça. tous les personnages. C'est aussi tous un peu des alter ego de Aaron Sorkin, le créateur de la série. Enfin, je pense en tout cas ce qu'il aimerait C'est clair. être ses alter ego. Ensuite, il y a Toby Ziegler, joué par Richard Schiff. Bah, Toby, c'est un peu le Calimero. Enfin, Calimero, pas forcément parce qu'il se plaint pas, mais il est toujours un peu bougon, quoi. Il râle beaucoup, il est un petit peu plus rustre que les autres personnages. Il a une barbe déjà.
Ça en dit long sur son personnage. Et c'est quelqu'un, oui, qui a un extérieur très froid. Et puis on découvre assez rapidement dans la saison 1, il y a un épisode où il apprend qu'un manteau qu'il avait laissé à l'armée du salut a été récupéré par un SDF qui a été retrouvé mort dans un parc. Et comme il apprend que ce manteau a atterri là, il se débat pour organiser des funérailles pour cet homme qui en fait était vétéran avant de se retrouver à la rue. Et donc on comprend que Toby, derrière son extérieur extrêmement froid, a un très grand cœur. Et je dirais que c'est un des personnages les plus honorables d'une série où il y a que des personnages honorables. Mais disons qu'il est très très droit sur la morale et parfois un peu rigide aussi. Il a un peu donneur de leçons. Mais en fait, tous les personnages de The West Wing sont Oui, c'est ça. Ils ont tous ce défaut, mais c'est vrai que lui, c'est vraiment le personnage le plus honorable. Je pense que c'est un peu le cliché du mensch à la télé, c'est-à-dire Aaron Sorkin est juif américain, donc il a le mensch en yiddish, ça veut dire l'homme. Mais c'est ce à quoi on doit aspirer en tant qu'homme pour être honorable et être quelqu'un de bien. Et il a vraiment ce côté-là. C'est aussi le plus religieux. Enfin, il y a plusieurs personnages juifs dans la série, mais lui, c'est celui qui est le plus rattaché à ses origines et à sa religion. Et il a vraiment ce personnage-là, enfin, ce prototype du mensch est pas mal rattaché à lui. Et d'ailleurs, enfin, plus tard, il va trahir un peu l'équipe. Dans une intrigue que je préférais oublier et qui ne correspond pas du tout à cet aspect du personnage. Ouais. Ensuite, il y a Léo McGarry. Qui est un amour d'homme. En fait, si Ted Bartlett est notre père à tous, Léo, c'est notre grand-père. Ouais, c'est ça. Notre grand-père à tous. Ouais. Donc lui, c'est le chief of staff. Donc c'est la personne la plus importante après le président, en fait, et c'est son bras droit. C'est aussi le meilleur ami du président. On sait qu'ils se connaissent depuis très longtemps, donc ils sont confidents tous les deux. Et parfois, ils vont rompre un petit peu le protocole parce qu'ils ont cette amitié de très longue date. C'est un des personnages les plus âgés. Il est aussi alcoolique en rémission. Il est brillant, arrogant, attachant. Mais c'est vraiment, oui, c'est la figure paternelle de la série, encore plus que le président, puisque le président a aussi ce côté grand enfant, parfois, où il faut lui taper sur les doigts parce qu'il aime bien s'amuser. Parfois, il sort de la Maison Blanche en secret pour aller faire les boutiques, tout ça. Léo, c'est un peu la voix de la raison, celui qui ramène tout le monde à l'ordre de manière très sympathique et charmante, mais tu sens que il fait le bon travail, quoi. Il fait un peu filer tout le monde très droit. Oui, et puis Bartlett, il y a une distance protocolaire, même s'ils sont tous proches de lui et qu'il y a un côté très grande famille. Il appelle toujours Monsieur le Président, il l'appelle jamais par son prénom, donc il y a quand même une petite distance qu'il n'y a pas avec Léo, où on sent que c'est beaucoup plus familial, quoi. Si vous avez repéré un thème, vous dites peut-être, mais il n'y a que des hommes dans cette série. Ah, eh bien, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais il y a une femme. C'est clair. Pour nous représenter toutes. La token. Cette femme, c'est CJ Craig, qui est jouée par Allison Janney. Donc, même si vous n'avez pas vu The West Wing, vous l'avez aperçue dans plein d'autres séries. C'est une actrice vraiment emblématique du monde de la télé. Et 1m90 à peu près. Tout à fait. D'ailleurs, son nom de code dans la série, c'est Flamand, c'est ça? Parce qu'elle est très grande. Il se moque de sa taille. Et donc, elle, c'est la chef de la communication de la Maison-Blanche. C'est quoi le titre exact? La presse, en fait, des médias. Parce que chef de la communication, je crois que c'est Toby. Elle est en charge de la relation avec les médias. C'est ça, l'attachée. La porte-parole, je crois. Oui, porte-parole. On est très, très au point là-dessus. Et donc, elle, CJ Craig, elle est un petit peu à part, déjà parce que c'est la seule femme de cette grande équipe, mais aussi parce que c'est la seule à ne pas avoir un background politique. Avant, elle travaillait plutôt à Hollywood pour des réalisateurs, elle faisait de la com plus dans le divertissement. Elle est passionnée de politique, mais elle est souvent gentiment rabaissée ou ramenée à l'ordre par les personnages masculins de la série, puisque elle est censée faire de la com, mais pas forcément faire partie des grands esprits qui vont conseiller le président sur la politique interne du pays. Et donc, elle est vraiment située un petit peu à part. Après, c'est aussi la plus drôle, souvent. Oui. Elle a des intrigues un petit peu plus légères dans la série. Moi, elle me fait beaucoup rire. Il y a notamment un épisode où elle est opérée d'une carie juste avant de faire un briefing à la presse. Donc, elle peut plus parler après parce qu'elle est totalement gonflée. Et Allison Janney a un timing comique tellement génial. Pendant tout cet épisode, elle n'arrive pas à prononcer ses mots correctement et elle le fait très, très bien. What the hell happened? I had root canal. What happened to your cheeks? I had root canal. Why are you talking like that? I had root canal. Yeah, I heard you the first time. I was just amusing myself. I can suggest some other things you can do with yourself. Are you in pain? I had root canal. C'est la seule à pas avoir une expertise, par exemple. Son expertise, c'est la communication, mais elle n'a pas une expertise
sur le droit, sur l'histoire ou des choses comme ça, alors que tous les autres personnages de la série, c'est des puits de science, en fait. Et elle est toujours en train de poser des questions, on est toujours en train de lui expliquer. Donc il y a quand même ce rapport qui est un peu étrange, enfin pas étrange, c'est totalement explicable, parce que c'est le personnage féminin et on est là pour lui expliquer des choses. Il y a une dynamique un peu spéciale, mais en même temps, c'est le seul personnage féminin majeur de la série. Il y a des personnages secondaires. Et moi, c'est un personnage que j'adore, personnellement. Oui, et qui est caractérisé vraiment par son métier, parce que les autres personnages féminins de la série vont être plus là comme des intérêts romantiques dans la série. Elle fait quand même vraiment partie de l'équipe de la garde rapprochée du président. Et oui, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très limitée en tant que personnage féminin quand on la voit aujourd'hui par rapport à des personnages contemporains, mais elle a été révolutionnaire à sa manière, parce que c'était à une époque où on avait moins de représentation féminine qu'aujourd'hui à la télé. Et moi, je me souviens qu'on en avait parlé quand on est devenus amis toutes les deux et qu'on parlait de personnages féminins qu'on adorait. CJ Craig en faisait partie parce qu'elle a quand même ce côté badass qui est devenu un petit peu galvaudé maintenant, mais qui était très impressionnant à l'époque parce qu'elle tient tête à tous ces hommes brillants, qu'elle arrive à se fondre totalement dans cet environnement, qu'elle tient tête à tous les journalistes qui lui veulent pas toujours du bien. Donc c'est un personnage qui est très inspirant, mais qui est un petit peu limité par rapport au personnage masculin de la série quand on la revoit aujourd'hui. Disons qu'on sent qu'elle a été écrite par un homme, quoi. Ouais. Et ensuite, on a un personnage, c'est une série qui est très très blanche aussi. Il y a un personnage noir qui s'appelle Charlie Young, qui est l'assistant du président, qui est joué par Dooley Hill. Ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il n'est pas là au tout début de la série, et on assiste en fait dans la série à son recrutement, et c'est un commentaire un peu méta sur la série elle-même, qui avait reçu pas mal de critiques sur le fait d'avoir un casting entièrement blanc. Et donc, ils ont recruté cet acteur pour ce rôle, mais en même temps, c'est un rôle d'assistant du président, donc c'est un rôle qui est pas forcément majeur, où justement, il n'y a pas d'expertise politique derrière, et il est là pour tenir son parapluie, aller chercher son sac, ou des choses comme ça. Et donc, la série elle-même se questionne dans le recrutement de Charlie comme assistant du président sur est-ce que ça va être un problème de communication, est-ce que ça va être mal perçu par les médias dans cet univers fictif, le fait que cet assistant soit noir. Et en fait, la série essayait en même temps de démanteler toutes les critiques possibles contre leur écriture de ce personnage, quoi. Ouais, c'est une série qui est très représentative de son époque, donc fin des années 90, début des années 2000, dans le casting. C'est un casting qui est majoritairement blanc. On a ce personnage-là qui est joué par un acteur noir. Et par contre, quand on regarde tous les personnages secondaires, des ministres, des conseillers, des assistants, des avocats, là, par contre, il y a énormément de diversité. Et c'est ce qui se passait dans beaucoup de séries à l'époque, beaucoup de séries procédurales notamment, où en fait, des rôles qui venaient que pour une semaine ou 2 semaines, là, il y avait énormément de diversité. Par contre, dans les personnages principaux, c'est majoritairement un casting blanc. Et là, en plus, un casting très masculin. Il y a une autre femme qu'on voulait mentionner quand même dans le casting principal aussi, parce que c'était une actrice qui était très connue. C'est Abby, la femme du président, Abigail Bartlett, qui est jouée par Stockard Channing. Stockard Channing, qui jouait dans Grise. Voilà, un de tes films préférés, Marie. Elle avait 35 ans et a joué une femme de 18 ans. À peu près. Ouais, et là, elle est assez impressionnante dans la série. D'ailleurs, elle a été récompensée par au moins un Emmy Award, si je ne m'abuse, pour son rôle dans la série. Donc, elle joue la femme du président qui est aussi médecin de formation. Et ça va être important pour la suite, puisque le président a des petits problèmes de santé. C'est aussi une femme qui se laisse pas faire, qui est badass, un petit peu tous les clichés. Mais bon, comme toutes les femmes des séries d'Aaron Sorkin. Mais pour le coup, elle est quand même un petit peu plus définie, évidemment, par sa relation avec le président. Mais même là, je dirais que c'est assez chouette de voir un personnage de première dame qui a aussi une carrière quand même. À un moment, elle doit renoncer à sa licence de médecin parce que ça interfère avec son devoir de première dame. Mais on la voit faire des voyages humanitaires. On la voit en fait essayer d'exister un petit peu en dehors de ce mariage, ce qui est plutôt chouette pour un personnage, oui, de cette époque-là. Et ensuite, il y a un personnage beaucoup plus secondaire, mais quand même, on va le mentionner. C'est Zoé, la fille du président, qui est jouée par Elizabeth Moss, qui ensuite jouera Peggy dans Mad Men. Et là, dans The Handmaid's Tale, et qui est devenue un peu l'actrice de série avec un grand A. Et c'est surtout Peggy dans Mad Men. Tout à fait. Et elle est méga chiante dans The West Wing, selon moi. Oh, moi, ça va, je l'aime bien. Et elle sort avec Charlie Young, l'assistant du président. Est-ce que tu as un préféré? Oui. Est-ce que tu sais qui est en préféré? Toby, je pense. Ouais. Ça m'étonne pas.
j'ai une certaine tendresse pour les personnages qui ont comme ça cet extérieur très dur et qui en fait se révèlent beaucoup plus sensibles. Je me demande pourquoi. Mais ouais, je l'adore, même si je reconnais qu'il est un petit peu pénible parce qu'il fait souvent des leçons de morale à tout le monde. Mais j'aime bien cette droiture un peu extrême et en même temps ce côté nounours qu'il peut avoir dans certaines scènes. Toi, c'est qui ton préféré? Il y a quelques années, j'aurais dit Josh, mais aujourd'hui, je pense que c'est CJ. Je l'aime énormément et Josh m'énerve un peu plus. Après, Je l'ai mûri et, et on a aussi évolué en tant que société, je pense, et donc on perçoit la série un peu différemment. Après, je pense vraiment que aucun de ces personnages ne tiendrait une série à lui seul. Et d'ailleurs, on voit certains épisodes où les personnages sont isolés et où il n'y a plus cette dynamique de Ouais, groupe bien sûr. et ça fonctionne moins bien. Et je pense que voir une série entièrement sur CJ ou entièrement sur Josh ou entièrement sur Toby m'aurait un petit peu saoulée. Là, ça marche bien parce qu'ils sont assez complémentaires, même s'ils sont tous brillants et arrogants. Bon, on a fait un petit tour des personnages, vous avez vu, il y en a beaucoup, et encore, on n'a pas fait tous les personnages secondaires, mais il faut aussi vous expliquer pourquoi cette série est culte. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une série qui a été diffusée entre 1999 et 2006, donc ça commence à remonter un petit peu, et qui a encore une influence énorme pour beaucoup de sériphiles. C'est devenu l'œuvre de référence quand on parle aussi d'Aaron Sorkin, de sa carrière. Et ce qui est le plus associé, je pense, à The West Wing, c'est son idéalisme. C'est un idéalisme qui tranche beaucoup avec la vision de la politique, je pense, qu'on a aujourd'hui. Mais il faut savoir que déjà à l'époque, c'était relevé par beaucoup de critiques qui disaient non mais c'est quoi ce monde des bisounours? C'est pas possible, la politique, c'est pas du tout ça. Il faut dire que cet idéalisme-là, il est venu de plein de choses. Bon, déjà, Sorkin était lui-même très intéressé par le milieu de la politique. Il avait déjà fait des films, ou écrit des scénarios de films qui parlaient de politique. Mais là, cette volonté de montrer un monde politique absolument merveilleux et bienveillant venait en partie de l'impeachment de Bill Clinton, qui avait eu lieu 1 an et quelques plus tôt, avant le début de The West Wing, qui avait été une désillusion profonde dans la culture américaine, puisque Bill Clinton, qui était censé être ce président démocrate du renouveau et de la bienveillance et des valeurs libérales, s'est retrouvé pris dans un scandale avec Monica Lewinsky, qui a souligné toute son hypocrisie et l'hypocrisie de son administration. Et donc, il y avait une envie de revenir à quelque chose de très idéalisé, de presque rêvé et de presque naïf, en fait, sur la manière dont on voit la politique. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que l'année suivante, Bush allait gagner les élections. Donc, la série, en fait, est devenue, même si elle a été créée sous l'ère Clinton, c'est devenu la série un peu de l'ère Bush. C'est-à-dire que c'était une sorte de respiration libérale et idéaliste à la télé, quand la réalité était beaucoup plus sombre et beaucoup plus conservatrice dans la politique américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que la série essayait justement de faire passer beaucoup de messages. C'est une série très didactique sur la politique américaine, mais qui aussi aime bien prendre des grands thèmes et s'engager dessus. Parfois, ça a un peu mal vieilli, mais il y a des sujets, par exemple, sur le contrôle des armes aux États-Unis. La série s'était beaucoup engagée là-dessus. Il y a 2 épisodes qui sont vraiment super. C'est les 2 premiers épisodes de la saison 2, où en fait, le président et son équipe sont victimes d'un tireur. Et Josh Lyman est blessé, le président aussi, mais Josh est vraiment entre la vie et la mort. C'est le plus important parce que Josh, on l'aime beaucoup. Voilà, exactement, ça nous aurait fait beaucoup, beaucoup de peine. Mais à ce moment-là, CJ va faire une conférence de presse à la Maison-Blanche et elle fait un discours. Elle parle de Josh, mais elle parle aussi des autres personnes qui ont été tuées par la même arme cette nuit-là, pour lancer un peu un mouvement contre la vente libre d'armes à feu aux États-Unis. Bon, quand on sait où ça en est aujourd'hui, c'est assez tragique et triste de voir ça. Mais c'est vrai que la série se positionne beaucoup sur ces questions. Mark Davis and Sheila Evans of Philadelphia were killed by a gun last night. He was a biology teacher and she was a nursing student. Tina Bishop and Belinda Larkin were killed with a gun last night. They were 12. There were 36 homicides last night. 480 sexual assaults, 3,411 robberies, 3,685 aggravated assaults, all at gunpoint. And if anyone thinks those crimes could have been prevented if the victims themselves had been carrying guns, I'd only remind you that the President of the United States was shot last night while surrounded by the best-trained armed guards in the history of the world. Back to the briefing. She's good. Yes, she is. Elle est trop forte. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, la série véhicule des idées très libérales. Quand on voit un peu la politique américaine aujourd'hui, c'est surprenant de voir jusqu'où ils ont osé aller, et notamment sur le port d'armes, qui est un sujet très épineux. Et d'ailleurs, elle démonte un petit peu la rhétorique qu'on entend souvent, qui est que les armes permettent quand même de se défendre
contre des fusillades, puisqu'elle dit justement le président il était entouré de gens armés et on lui a quand même tiré dessus, donc peut-être que s'il n'y avait pas de flingue du tout, ce serait un petit peu plus facile. Honnêtement, de revoir ça aujourd'hui, je trouve ça assez révolutionnaire. On a vécu en plus toutes les deux aux États-Unis, on sait que le port d'armes c'est un sujet qui, même chez des gens libéraux et démocrates, parfois qui est ancré de manière très spécifique. Enfin, moi, j'ai vécu au Texas. C'est ça. J'allais dire, c'est parce que tu as vécu au Texas. Et là, je pense que c'est un délire particulier parce qu'en vrai, son argument, c'est quand même l'argument qui était utilisé sous la présidence Obama. Mais même avant, tous les gens qui étaient contre le port légal d'armes à feu, et c'est quand même la majorité des démocrates, c'est les arguments qu'ils utilisent. Mais c'est vrai que je pense au Texas, même les démocrates sont... Ouais, enfin moi j'étais à la fac au Texas et il y a eu une fusillade sur mon campus et beaucoup de mes amis qui étaient libéraux, démocrates, etc. Étaient très choqués par la fusillade, mais pour eux ça remettait en rien en question le droit au port d'armes, ce qui m'avait complètement choquée. Il faut préciser que c'est une série qui a été très récompensée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de séries cultes. Certaines ont été totalement oubliées par les grandes cérémonies de remise de prix, comme les Golden Globes, les Emmy. The West Wing, pour le coup, a été très récompensée, et ce, dès le début. Au total, elle a eu 27 Emmy Awards, ce qui est énorme. Et ces 4 premières saisons ont gagné les 4 années successives l'Emmy Award de la meilleure série dramatique. Donc en fait, dès sa première saison, elle s'est imposée tout de suite. Et c'était une série qui était immédiatement très appréciée et par le public et par la critique, même s'il y avait ces critiques sur son idéalisme. C'est quand même assez rare pour le noter parce qu'il y en a beaucoup qui sont plutôt récompensés dans leur dernière saison quand on se rend compte que oui, c'est vrai, c'était quand même super bien Mad Men, on pourrait peut-être lui donner des Emmy. Pour le coup, The West Wing en a énormément des prix et elle a battu beaucoup de records. Elle détient le record aussi du nombre de nominations d'acteurs pour une seule saison. C'est un record que Game of Thrones a aussi, je crois qu'elles ont exactement le même nombre, mais bon, c'est des séries d'ensemble. Et donc, sur une seule saison, tu avais tout le casting qui était nommé et ou récompensé, ce qui était assez impressionnant. Après, c'est pas si surprenant que ça parce que justement, c'est une série qui véhicule toutes les idées du Hollywood libéral. C'est-à-dire que ça va être le Hollywood de gauche, mais en même temps pas trop non plus. Faut pas trop pousser. Et donc, je pense que c'était assez gratifiant pour Hollywood de célébrer un programme qui, en plus, était diffusé à un moment où justement Washington était complètement à l'opposé de ces idées-là, et eux pouvaient promouvoir leurs idées politiques à travers cette série. Donc il y avait un côté un peu gratifiant pour eux, je pense, de faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, on le disait, c'est la série qui était la série emblématique de l'ère Bush, même si elle avait commencé avant. Et sous Obama, qui est quand même une incarnation un peu réelle d'une présidence idéalisée, même si évidemment après il y a eu beaucoup de déceptions autour de cette présidence, mais quand il y a eu l'élection d'Obama, il y a eu une énorme poussée d'espoir. On a eu l'impression qu'il y avait un idéal qui s'incarnait, quoi. Et là, sous Obama, il y avait plus de West Wing, il y avait une autre série politique, c'est VIP, qui, elle, représente un truc totalement différent, qui est une satire du milieu politique de DC, qui est extrêmement mordante, qui se fout de la gueule de tout le milieu politique, qui d'ailleurs a été célébrée par beaucoup de gens à Washington DC comme la série la plus réaliste, ce qui est très très déprimant quand on regarde cette série. Oui, parce que tout le monde est incompétent dans le Voilà, incompétent et profondément horrible. Mais c'est très très drôle, si vous l'avez pas vu, c'est une des séries les plus drôles de l'histoire de la télé. Je n'ai pas peur des... En fait, c'était une série qui venait aussi en réaction à l'ère d'Obama, qui était une ère justement d'idéalisme. Et là, il y avait cette série qui était là pour un peu modérer ça et s'en moquer un peu. Et aujourd'hui, depuis Trump... maintenant, c'est des dystopies, en fait. C'est ça. C'est, comment ça s'appelle The Regime, avec Kate Winslet, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. C'est des satires, qui sont aussi des dystopies totalement déprimantes. Oui, The Handmaid's Tale, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé. C'est pas une série qui parle au premier abord de politique, mais en fait, sous la présidence Trump, aussi, The Handmaid's Tale a gagné en puissance parce qu'il y avait beaucoup de parallèles avec la réalité. Oui, c'est-à-dire qu'il faut partir dans la dystopie pour pouvoir faire un commentaire sur ce qui s'est réellement passé, parce que c'est tellement absurde que même VIP, à la fin, ne savait plus quoi faire pour matcher ce qui se passait dans la réalité. C'est clair. L'autre grande spécialité de The West Wing, et je pense que c'est pour ça qu'on est toutes les deux tombées amoureuses de cette série au moment où on est tombées amoureuses de cette série, c'est que c'est une série assez didactique sur tous les grands concepts de la politique américaine. On apprend beaucoup. Alors, c'est évidemment de la vulgarisation à l'extrême, mais nous, on a toutes les deux étudié la science politique et je pense qu'on l'a découvert, cette série, à la même époque. Enfin, moi, c'est quand j'ai commencé mes études, justement, que j'ai voulu m'y intéresser. Et je l'ai revue avant de partir aux États-Unis en me disant, il faut vraiment que je bûche le système politique américain. Je vais regarder The West Wing. Mais c'est impressionnant parce que il y a des séries, par exemple, des séries médicales qui se passent dans le milieu médical, mais qui vont pas forcément aller très loin
dans la représentation du quotidien scientifique, un petit peu des médecins. Ils pourraient pas s'ils essayaient, c'est ça le problème aussi. C'est clair. Ils comprennent rien. Alors que là, The West Wing raconte vraiment de la politique. C'est pas que des Willy Wonzay, de la tension sexuelle ou des dynamiques de groupe, des amitiés entre collègues comme The Office, etc. C'est vraiment une série qui parle de politique et il y a des épisodes entiers qui sont consacrés à certains concepts. Donc il y a un épisode pour les élections des midterms, il y a un épisode sur un filibuster. Sur le shutdown du gouvernement aussi, quand ils sont pas d'accord sur les finances du gouvernement, sur la loi de finances en gros. Oui, c'est ça, ils se mettent pas d'accord sur le budget et donc beaucoup d'employés fédéraux doivent rentrer chez eux et ne peuvent plus travailler jusqu'à ce qu'un budget ait été mis au point par la présidence et le Congrès qui doivent s'entendre. Donc l'épisode entier raconte ça et on a notamment le personnage de Donna, qui est l'assistante de Josh, qui est tout le temps là. Et là, on lui dit, bah non, tu dois rentrer chez toi parce qu'on ne peut pas payer ton salaire tant que le shutdown est en place. Et donc, c'est des manières très concrètes d'illustrer des principes de politique américaine. Et comme nous, on était toutes les deux passionnées par la politique américaine, moi, j'étais ravie de découvrir tout ça via The West Wing. Et parfois, ils vont un petit peu loin dans le côté explication de texte politique, où ils ont carrément des tableaux et ils vont écrire au tableau leur concept, parce que je pense qu'ils ont compris que c'était ça qui marchait aussi dans la série, qu'ils voulaient rendre accessible et grand public des concepts parfois un petit peu lointains ou qui pouvaient paraître pénibles au grand public. Après, je pense aussi qu'il y a un aspect dans les séries médicales. La plupart des gens, on va leur sortir un terme médical et ils vont être là, oui, bon, ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a quand même beaucoup d'Américains qui connaissent les bases de leur gouvernement et du fonctionnement de leur gouvernement. Donc, une série sur la politique a un peu besoin aussi de maîtriser ces sujets et de les rendre abordables quand même, quoi. Mais il parvient quand même vraiment bien à rendre ça agréable à regarder et fun. Il y a un épisode, ceci dit, qui est ce qu'il est. C'est l'épisode après le 11 septembre. C'est-à-dire que c'est un épisode spécial qui a été enregistré, qui a été diffusé avant le début de la saison 3. Et qui a été écrit et tourné dans l'urgence en réaction au 11 septembre. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avant le début de l'épisode, il y a tous les acteurs principaux qui font un message pour encourager à donner à des associations, et qui explique aussi que cet épisode est situé complètement hors de l'intrigue habituelle de The West Wing. Et en fait, cet épisode, c'est très étrange. C'est 40 minutes d'explications didactiques sur qu'est-ce que le terrorisme. Pourquoi ils nous détestent. Voilà, exactement. Et ça a un peu mal vieilli quand même avec le recul. Mais en même temps, c'est assez... on comprend aussi où ils étaient à ce moment-là. Mais donc, c'est Josh qui accueille une classe d'élèves qui sont là pour visiter la Maison Blanche. Il y a une alerte à ce moment-là où ils pensent qu'ils sont menacés peut-être par des terroristes à la Maison Blanche, donc ils doivent être mis en quarantaine, voilà. Et là, d'un coup, tous les élèves, au lieu de lui poser des questions sur son travail, commencent à lui poser des questions sur pourquoi ils nous détestent, pourquoi ils veulent nous tuer. Et là, Josh commence à expliquer. Et chaque personnage débarque de façon très naturelle pour expliquer aux élèves un aspect de la question. Par exemple, CJ arrive pour dire la CIA, c'est super, il faut fonder la CIA pour qu'ils tuent des gens. La série a quand même le mérite d'essayer d'aborder des choses, surtout au moment où ça se passait, c'était quelques semaines à peine après les attentats. Par exemple, Josh, à un moment, explique que la montée de la violence est le résultat, en tout cas, de politiques qui ont été effectuées par les États-Unis. Mais il le dit en une phrase et c'est évacué très, très vite parce que c'est inentendable par les gens dans la salle. Donc après, il y a d'autres choses qui sont évoquées. Et la conclusion à la fin de l'épisode, c'est ils nous détestent, les terroristes, parce que nous, on a une diversité et une pluralité dans nos idées. Et donc, le meilleur moyen de les combattre, c'est d'avoir des idées. Et c'est vrai que je pense qu'au moment où l'épisode est sorti, c'est quelque chose dont le public avait besoin aussi, mais ça paraît extrêmement réducteur et simpliste quand on le revoit aujourd'hui, et ça montre à la fois les qualités et les défauts de la série, puisque il y a une manière de réduire comme ça tous les enjeux de manière extrêmement divertissante, mais aussi très réductrice. Et c'est l'épisode le plus regardé de l'histoire de The West Wing. Il a été pas mal critiqué au moment de sa sortie, justement parce que beaucoup de gens trouvaient qu'il allait trop loin, qu'il n'était pas assez belligérant, quoi. À l'époque, c'était perçu comme beaucoup trop libéral et modéré. Il y a un autre élément très important dont il faut parler quand on parle de The West Wing, c'est le walk and talk. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme concept ou pas. Ça n'appartient pas qu'à The West Wing, mais c'est vraiment la série qui a popularisé ce terme et ce concept. Ça désigne un style de mise en scène où tous les personnages marchent et parlent en même temps. Ça paraît pas si révolutionnaire dit comme ça, mais en fait, c'est des plans qui sont assez élaborés en termes de mise en scène. C'est fait à la Steadicam, mais c'est des plans qui peuvent être très longs, des plans séquences,
où beaucoup de personnages interagissent très vite, puisqu'on est chez Aaron Sorkin, donc il y a énormément de dialogues et les acteurs parlent très très vite, tout en marchant, donc ça montre qu'ils sont très occupés, ils traversent les couloirs de la Maison Blanche et en fait il y en a un qui arrive dans le champ juste pour dire une blague et puis après il repart et il y en a un autre qui arrive et on a les valeurs de plan qui changent tout le temps, tout ça dans un seul plan. C'est très très fluide au visuel, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Tout ça, ça vient du réalisateur et chef opérateur d'Aaron Sorkin, Tom Schlam, qui avait déjà un petit peu travaillé là-dessus dans la série Sports Night, qui était la série précédente d'Aaron Sorkin. C'était pas totalement nouveau parce qu'en fait, si vous regardez Urgence, qui est sorti 5 ans plus tôt, il y a déjà ces plans très élaborés à la Steadicam et des plans qui sont assez cinématographiques en fait, à une époque où la télé était encore très basique en termes de réalisation. Là, dans The West Wing, le rôle du walk and talk, c'est aussi de dynamiser un petit peu l'action, puisque c'est juste des gens qui parlent dans les couloirs de la Maison Blanche. Donc, si en plus on avait des plans fixes et des acteurs très statiques, ça pourrait devenir assez pénible. Donc, le walk and talk a été une manière visuelle d'adapter le style très dynamique à l'écrit d'Aaron Sorkin, et c'est devenu le raccourci en fait quand on parle de la Maison Blanche à la Maison Blanche. Le premier truc, je pense, auquel on pense, c'est le walk and talk. Oui, c'est même devenu un truc qui a été moqué ou parodié après, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de dynamisme à la série. C'est une série vraiment à l'ancienne, qui était diffusée sur NBC, qui avait un nombre d'épisodes, à peu près 22-23 épisodes par saison, et qui avait aussi les contraintes qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à avoir une approche parfois un peu cinématographique comme des moments comme ça, mais dans les limites en fait de la télé. Et il y a par exemple un épisode qui s'appelle 17 People, qui est un épisode qui joue avec ses limites parce qu'il y avait plus de budget, parce que Aaron Sorkin était connu pour dépasser tout le temps le budget. Et en fait, du coup, ils ont dû faire... c'est un bottle épisode, tu dirais Oui, c'est considéré comme un bottle épisode, donc un épisode qui utilise un casting réduit et des décors réduits pour dépenser le moins d'argent possible. Et donc là, on lui a dit d'écrire un épisode qui coûte pas cher. Et c'est l'épisode où Toby, donc le chef de la communication de la Maison-Blanche, découvre que le président est atteint d'une sclérose en plaques, qu'il l'avait caché au moment de son élection, et que donc ça risque de lui poser problème, et ça va lui poser problème ensuite pendant sa présidence. Et donc c'est un épisode qui se déroule avec que des scènes de huis clos, entre 2 ou 3 personnages, parfois Toby qui est tout seul en train de ruminer dans son bureau et de se dire justement j'en reviens pas que le président m'ait menti là-dessus. Ça se passe le soir ou la nuit à la Maison-Blanche, donc la plupart du staff n'est pas là. Et donc, c'est vraiment un épisode qui est très calme, très silencieux par rapport à beaucoup d'épisodes de la Maison-Blanche qui sont hyper dynamiques et bruyants et où il y a une ébullition permanente dans le champ. Et c'était vraiment pour essayer de faire des économies. Ils ont utilisé que 2 ou 3 décors, donc le bureau de Toby et le bureau ovale. Et c'est un épisode qui, comme beaucoup de grands épisodes de télévision, est, selon moi, brillant et un des meilleurs de la série parce qu'il a été fait avec ces contraintes-là et que c'est souvent là que les créateurs de séries étaient obligés d'être très créatifs. Et là, honnêtement, ça marche super bien, surtout quand on voit le contraste que ça crée avec tous les autres épisodes de la série. Par contre, il y a un domaine dans lequel Aaron Sorkin ne s'impose aucune contrainte. Ah, ça. C'est dans l'écriture, et notamment l'écriture de grands monologues enflammés. Si vous avez vu d'autres de ses œuvres, vous savez que c'est vraiment sa signature. Il se fait plaisir, et bon, c'est un grand scénariste, mais il est connu pour écrire de manière surécrite. En faire des caisses. Ouais, c'est vraiment pas comme ça que les gens parlent dans la vraie vie. Moi, je trouve que c'est assez plaisant. C'est comme Joss Whedon, c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, mais moi, j'aime bien en fait quand ce qu'on voit à la télé n'est pas la vraie vie. Mais dans The West Wing, comme en plus on a affaire à des personnages qui sont des politiciens mais très bienveillants, qui veulent sauver le monde, quand ils se lancent dans des monologues enflammés, ça devient parfois un petit peu ridicule. Et il y a notamment un épisode qui est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de The West Wing, qui s'appelle Tout cathédrale. Ce qui est marrant, c'est que je pense que moi, quand je l'ai découvert à l'époque, justement, j'avais pas du tout d'esprit critique par rapport à ça. J'ai dû trouver ça trop cool, très clairement. Ah, mais moi aussi. Mais en fait, en le revoyant aujourd'hui, et surtout après avoir vu toutes les productions d'Aaron Sorkin depuis, où on retrouve toujours ces mêmes gimmicks, il y a un côté un peu lassant. Et là, en fait, c'est le président qui vient de perdre sa secrétaire qu'il connaissait depuis l'adolescence, qui est morte dans un accident de voiture de façon assez soudaine. Et c'est au moment aussi où il se questionne sur le fait de se représenter ou pas. Il est en train de traverser une tempête parce que sa sclérose en plaques a été révélée au public. Et là, il se retrouve dans la cathédrale où Mrs. Lanningham, sa secrétaire, vient d'être, où les funérailles viennent d'avoir lieu. Il demande à ce qu'on vide la cathédrale parce qu'il veut s'adresser directement à Dieu. Et là, il commence à se lancer dans un grand monologue. Et alors surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a un passage en latin.
Parce que c'est un Mais latiniste, qui n'a jamais monsieur. fait ça? Qui n'a jamais fait un monologue en latin dans une cathédrale? Enfin, je sais pas vous, mais moi, perso, tous les dimanches... Et c'est fait avec le plus grand sérieux, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a un second degré à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de faire son monologue en latin pour dire quelque chose à Dieu. On a un extrait normalement. Ouais, on va vous laisser savourer ça. Yes, I lied. It was a sin. I've committed many sins. Have I displeased you, you feckless thug? 3.8 million new jobs, that wasn't good. Bailed out Mexico, increased foreign trade, 30 million new acres of land for conservation. Put Mendoza on the bench. We're not fighting a war. I've raised 3 children. That's not enough to buy me out of the doghouse? Hey, Kratom Adeo Pio. Adeo Justo. Adeo Shito. Je vous ai coupé une partie du latin parce que... Pourtant, j'ai fait latin, mais je saurais pas vous dire ce qu'il dit. Après, Pour moi, il dit Rosam, Rosa. Ouais, voilà, c'est ça. Lorem ipsum, summa cum laude. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Et en fait, ce qui est très cool dans cet épisode, c'est qu'à ce moment-là, il vient de s'allumer une cigarette dans l'église, donc c'est trop un rebelle, et il insulte Dieu. On l'entend, il dit feckless thug, donc vraiment, il est très énervé parce que rien ne se passe comme prévu dans sa vie, et il y a un côté surtout dans la culture. Je trouve que la mort de Mrs. Lanningham est injuste. Oui, voilà. Ouais, mais il y a quelque chose de rock'n'roll parce que le président des États-Unis est en train d'être hyper rebelle dans une église. Mais moi, quand je revois cet épisode, quand je l'ai revu pour préparer le podcast, j'étais morte de rire en fait parce que c'est tellement pas crédible et c'est tellement grandiloquent. Et comme tu dis, il y a 0 second degré, donc moi je peux pas. Ça fait partie pour moi des moments de The West Wing qui me font un peu cringer maintenant. Ouais, alors moi cette scène, je suis d'accord. Après, par contre, à la fin de l'épisode, il y a The Dire Straits, il y a une chanson Brothers in Arms qui passe, alors qu'il est en train de se décider, et il est sous la tempête, il est en train de se décider à y aller, en fait, à se représenter. Oui, ça, j'adore. Debout sous la pluie. Non, moi, je peux pas vraiment. Ah non, c'est génial. Bah, déjà, en fait, je pense que c'est la musique, mais même si ça a été utilisé aussi dans The Americans, et c'est une encore meilleure utilisation. Mais là, vraiment, quand il est en train de descendre tout trempé, il est en train de descendre le couloir sous Dire Straits, c'est... j'adore. Enfin, franchement, c'est des moments, évidemment que c'est grandiloquent, mais ça touche à quelque chose... J'ai envie de moments de grandiloquence comme ça. Ouais, bah, c'est un petit peu viscéral. Et de toute façon, c'est pour ça qu'en vrai, moi, j'aime beaucoup ce que fait Aaron Sorkin parce que c'est un petit peu ridicule, mais parfois, ce qui est ridicule, ça fonctionne bien aussi. Oui, bah, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on aime les films, enfin le cinéma, c'est qu'on aime les choses un peu grandioses, quoi. On l'entend là-dedans aussi dans cette scène. En fait, c'est une série qui est obsédée avec la religion. Dès le premier épisode, il y a une histoire de Josh Lyman a un peu insulté, il a répondu de façon un petit peu insultante à une extrémiste chrétienne évangélique américaine. Mais c'est un thème qui revient énormément. On sent qu'Aaron Sorkin est un peu obsédé avec ça. Et surtout, ils adorent citer la Bible. Et surtout, le président qui a fait des études de théologie, qui est très religieux, mais en même temps très libéral, c'est quelque chose qui revient énormément. Toby aussi adore citer les écrits. C'est marrant parce que la série essaie de trouver un équilibre entre justement avoir une présence très religieuse qui est quand même très américaine. Il y a une culture judéo-chrétienne très très forte dans la série, mais en même temps être très critique des extrémistes. Dès le premier épisode, il y a une scène où Bartlett remet à sa place la chrétienne évangélique extrémiste. Et il y a une scène très connue où en fait il s'en prend à une fondamentaliste qui a une émission de radio où elle donne des conseils et elle est homophobe, elle véhicule énormément d'idées malsaines dans son émission de radio et elle est présente à une réunion avec le président. Tout le monde est debout dans la salle et elle refuse de se lever alors que le protocole c'est d'être debout quand le président est debout. Et donc il arrête pas de la fixer et à un moment il décide de l'alpaguer et il lui dit j'écoute souvent votre émission de radio et en fait il commence à démonter la rhétorique de cette femme qui dit que c'est parce que la Bible condamne l'homosexualité que je peux me permettre de dire ci ou ça. Et donc, il lui montre que lui aussi, il connaît bien la Bible et que, en fait, si on interprète la Bible de manière littérale, on va pas arriver à grand-chose. Et c'est un autre des grands moments très badass de Jed Bartlett. On va l'écouter. My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Here's one that's really important, because we've got a lot of sports fans in this town. Touching the skin of a dead pig makes one unclean, Leviticus 11:7. If they promise to wear gloves, can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point? Does the whole town really have to be together to stone my brother John for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from 2 different threads? Think about those questions, would you?
One last thing. While you may be mistaking this for your monthly meeting of the ignorant tight-ass club, in this building when the president stands, nobody sits. Fuck yeah. Ouais, ça fonctionne très très bien quand même. Bah, c'est ça. Alors, c'est marrant parce que, en fait, c'est une série. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. On a revu beaucoup d'épisodes pour préparer cet épisode. Et à chaque fois, je lève un peu les yeux au ciel quand on me parle à la Maison-Blanche maintenant parce que Sorkin m'a beaucoup énervé dans les années qui ont suivi. Mais vraiment, à chaque fois que je me remets à la regarder, bah, c'est toujours le même plaisir, quoi. C'est-à-dire que même dans les moments comme ça, je suis là, bah ouais, c'est super. C'est vraiment. Ouais, puis c'est une qualité d'écriture. En fait, cette surécriture, moi, je trouve qu'on la retrouve plus beaucoup dans les séries aujourd'hui. Bon, on a eu beaucoup de dramédies, d'écriture beaucoup plus naturaliste, en fait, dans les séries qui ont été créées ces dernières années. Et ce côté totalement grandiloquent et artificiel et assumé en tant qu'artificiel, je trouve qu'on l'a plus trop aujourd'hui. Et donc, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour ce genre d'écriture-là. Ouais, c'est probablement une bonne chose parce que tout le monde ne saurait pas le faire avec le talent de Sorkin, pour le coup. Mais... Oui, et d'ailleurs, quand Sorkin a essayé de le refaire avec The Newsroom quelques années plus tard, et nous, en plus, en étant journalistes, on a vraiment levé les yeux au ciel parce que pour le coup, ça marchait plus. Le charme était un petit peu rompu, malheureusement. Il y a quand même pas mal de trucs dans The West Wing qui ont assez mal vieilli. Franchement, le principal, à mes yeux, c'est les rapports hommes-femmes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un personnage féminin majeur, c'est CJ Craig. On est tout le temps en train de lui expliquer la vie. Même si elle est très compétente dans son travail, c'est un personnage qui est hyper admirable et tout ça. Son rapport avec les autres hommes de la série, c'est qu'il lui explique des choses et qu'elle est tout le temps en train de leur demander de lui expliquer des choses. Les hommes de la série sont toujours des grands gamins, un peu foufous, qui doivent être maternés par les femmes de la série, qui doivent un peu les contrôler. Ou, par exemple, il y a un épisode où ils sont perdus avec Josh, Toby et Donna. Et tout le monde se dit, bah, heureusement que Donna est là, parce que sinon, les deux, ils sauraient pas se débrouiller, parce que c'est elle qui est censée tout organiser et tout ça. Alors, c'est marrant comme ça, parce qu'on a l'impression que ça les infantilise, mais en vrai... c'est la femme qui, du coup, a toute la charge de l'organisation et l'homme qui est là pour être brillant, arrogant et en même temps totalement désorganisé, quoi. En fait, c'est marrant parce que quand tu regardes Mad Men, ça raconte en essence la même chose. C'est des hommes puissants qui ont des femmes secrétaires, assistantes, qui sont un petit peu tout le temps rabaissées dans la série. Mais Mad Men, je trouve, a beaucoup plus d'intelligence sur cette dynamique de pouvoir très déséquilibrée. Alors que dans The West Wing, tous ces hommes importants ont aussi des secrétaires qui n'ont qu'un prénom. Hein, d'ailleurs, on ne sait jamais trop quel est leur nom de famille. Et qui sont vaguement incompétentes ou mignonnes ou amusantes, qui sont toutes méga bonnes, mais ouais, qui sont jamais écrites dans la série avec ce regard-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. Avec Sorkin qui est conscient du déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes au sein de la Maison Blanche, parce que ça aurait pu être intéressant à raconter, mais c'est pas trop le cas. Et c'est vrai que oui, elles sont très souvent rabaissées ou utilisées comme des faire-valoir ou des outils d'intrigue will they, won't they, donc de tension sexuelle avec les hommes de la série. Et même quand il y a des femmes compétentes, il y a eu Moira Kelly et Mary-Louise Parker qui ont toutes les deux joué des intérêts romantiques pour Josh Lyman, qui était plutôt dans les saisons du début. C'est pour l'une une lobbyiste, pour l'autre une communicante. Et elles sont très compétentes, mais elles sont montrées aussi quand même comme des femmes qui sont pas en contrôle de leurs émotions, qui sont beaucoup moins cadrées dans leur attitude. Elles sont un petit peu rock'n'roll. Elle pleure, elle crie, et ça, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très critiqué chez Sorkin par la suite aussi dans The Newsroom. Ces personnages féminins sont jamais exceptionnels et The West Wing n'y échappe pas du tout. L'autre truc qui a un peu mal vieilli, bon, bah, ça, c'était pas trop de sa faute. Enfin, si, un peu quand même, parce qu'il y avait un idéalisme, justement, qui était un peu aveugle des vraies dynamiques politiques aux États-Unis. C'est sa vision des républicains, en fait. Il y a un personnage qui s'appelle Hensley Haynes dessus, qui est extrêmement charmant et qui est là pour représenter l'opinion des républicains, mais des républicains pas trop problématiques. Mais bon, elle est quand même pour le port légal d'armes à feu. Elle est contre le Equal Amendment Rights, qui est quand même la loi qui a permis l'égalité entre hommes et femmes de fait dans la société américaine. Mais c'est très malin parce que il y a la scène où elle explique ça. Elle explique que c'est parce que, selon elle, c'est condescendant qu'on doit inscrire dans la Constitution le fait qu'elle est égale aux hommes, parce qu'en fait, pour elle, c'était déjà acquis et il n'y a pas besoin de l'écrire où que ce soit, parce qu'elle est citoyenne et que donc elle devrait juste être considérée comme ça. Et c'est un peu le féminisme très vieille époque aussi. Mais la manière dont elle est écrite est quand même intelligente. Sorkin arrive à la rendre, à rendre sa rhétorique acceptable pour le public, parce qu'elle est brillante. C'est un personnage qui est vraiment brillant, mais qui est aussi pas trop menaçant. La série, quand même,
essaie justement de franchir un peu le fossé entre les démocrates et les républicains, de les réconcilier. C'est une entreprise assez admirable à l'époque et aussi d'avoir quelqu'un qui représente un peu ces idées-là. Le problème, c'est que les idées que Ainsley Haynes représente, c'est pas les idées que le Parti républicain a prises après, dans les années qui ont suivi. Il s'est de plus en plus radicalisé, on le sait très bien. Et donc aujourd'hui, quand on voit ça, il y a une sorte de naïveté assez frappante quand on voit justement la vision qu'ils peuvent avoir du Parti républicain et des républicains en général. Après, bon, c'est aussi un vestige de l'époque dans laquelle ça a été créé, quoi. La vision bipartisane de la série est hyper bisounours parce que beaucoup de personnages de républicains sont très, très, très sympas. Dans la série, il y a John Goodman qui joue le président de la Chambre des représentants qui, à un moment, va devenir président parce que Bartlett démissionne temporairement et qui est un républicain super sympa, qui s'entend relativement bien avec le président. Et il y en a beaucoup des personnages comme ça dans la série. C'est vrai qu'il y a une vision pittoresque, en fait, de l'entente entre républicains et démocrates qui est très éloignée de la réalité actuelle. Pour finir, je voulais quand même préciser qu'il y a quand même 2 The West Wing. Il y a les 4 premières saisons qui ont été quasiment entièrement écrites par Aaron Sorkin. Et il avait vraiment un droit de regard absolu dessus. Et à la fin de la 4e saison, Aaron Sorkin est parti. Bon, il y avait beaucoup de problèmes sur la production. Et en plus, il a aussi eu une rechute puisqu'il consommait beaucoup de drogue à l'époque. Il a dû partir en rehab. Et les 3 dernières saisons ont été reprises par quelqu'un d'autre. Et la plupart des gens qui ont vu la série s'accordent à dire que les 3 dernières saisons sont quand même beaucoup moins bien. Il y a une partie du casting qui est partie. Tu as mentionné Rob Lowe. Et donc, c'est une dynamique un peu différente. On dirait limite plus un spin-off que la Maison-Blanche qu'on a connue au début. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie de découvrir cette série, allez sur les 4 premières saisons sans hésitation. La fin est un petit peu décevante, je trouve. Oui, après, si vous voulez continuer. Ah oui, non, mais bien sûr, je ne vous interdis rien. Mais il faut s'y attendre. Ouais, il faut savoir que, mais comme beaucoup de séries à cette époque aussi, qui étaient conçues pour durer très longtemps, qui ne s'arrêtaient jamais, sauf qu'il y a des gens qui partent entre-temps et on perd un petit peu la dynamique qu'on avait au début. Et puis bon, ils se sont embourbés dans plein d'intrigues, notamment la sclérose en plaques du président, qui n'était pas hyper divertissante. Il y a quand même une résolution dans le final qui était très importante pour la spectatrice que j'étais à l'époque, qui est la résolution entre Josh et Donna. Donc Donna qui est son assistante ou sa secrétaire et pendant toute la série, il y a un Will They Won't They entre les deux. Je ne sais pas si on peut spoiler comment ça se finit, mais... D'après vous. Bouchez les oreilles si vous voulez pas, mais ça se passe. Enfin, ça se passe. Et moi, j'attendais ça avec impatience. Mais comme tous les Will They Won't They, quand ça finit par arriver, t'es un peu déçu. Ouais, surtout que c'est pas ouf. Et puis, ils ont trop attendu, en fait. Bon, après... Oui. Mais bon, voilà. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis plus trop dedans, Josh et Donna. Non, moi non plus. Et puis, on se pose la question, quand on revoit la série aujourd'hui, en fait, Donna est la subordonnée de Josh. Et il y a une tension sexuelle entre les deux dès le début. Mais... qui peut être dérangeante parce qu'elle peut totalement être perçue comme du harcèlement sexuel. Il y a un déséquilibre total de rapport entre les deux. Et donc, ce qui pouvait sembler romantique la première fois qu'on a vu la série et qu'on était un peu plus jeune, l'est plus aujourd'hui. Et par exemple, il lui fait des cadeaux, il lui offre des fleurs pour fêter l'anniversaire de quand elle s'est mise à travailler pour lui. Mais ils ont une dispute qui ressemble à une dispute de couple parce qu'en fait, elle avait d'abord travaillé pour lui et ensuite, elle a quitté son boulot, donc avec Josh, pour se remettre avec son petit ami de l'époque. Puis, quand elle a rompu avec son petit ami, elle est revenue avec Josh. Donc, il y a un parallèle qui est fait de manière très évidente par la série entre ses rapports romantiques et ses rapports professionnels. Et aujourd'hui, c'est bizarre de revoir ça, en fait. Merci beaucoup d'être venu. Merci au public de Série Mania d'être venu nous écouter. On espère que ça vous a intéressé et que vous aurez envie de checker The West Wing après nous avoir écoutés. C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à Série Mania de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus si nombreux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Dans le prochain épisode de PIC TV, pour ceux qui sont abonnés, et sinon, qu'est-ce que vous attendez ? On va parler de Fargo, qui vient de sortir une nouvelle saison, qui s'est récemment achevée sur Canal+. On a très très hâte d'en parler avec vous. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, puisqu'on parle vraiment beaucoup. Et donc, on a un deuxième podcast dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À bientôt. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.